Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à la toute première émission Magazine économique et rendez-vous économique sur Radio et Télémétropole. Nous sommes le 1er janvier 2015. Chaque année, de grands rendez-vous économiques et financiers avec les plus hautes autorités financières et économiques du pays, monétaires en particulier. Nous allons recevoir aujourd'hui la ministre de l'économie et des finances pour nous parler du bilan annuel sur le plan des finances publiques. Comme vous savez, l'année 2014 n'a pas été une année facile sur le plan politique. Ça a des répercussions négatives sur l'économie haïtienne. Et ces répercussions vont se répercuter facilement sur l'aspect social, l'amélioration des conditions de vie de la population. Voilà, toute une série d'émissions en début d'année. Radio et Télémétropole et Groupe Croissance vous remercie et vous souhaite une bonne année 2015. Nous allons prendre une pause et on se retrouve dans quelques instants avec la ministre de l'économie et des finances, Mme Marie-Carmel Jean-Marie. Encore une fois, un plaisir de vous retrouver pour la toute première émission de l'année 2015. Et comme d'habitude, nous avons avec nous, pas un ministre, mais une ministre, la ministre de l'économie et des finances. Madame, c'est votre deuxième passage en début d'année. Bonjour, Roro. Et en fait, comme tu le sais, je ne suis pas trop féministe. On peut m'appeler un ministre. Ah. C'est le genre consacré pour le mot ministre, c'est un ministre, donc je ne vais pas le féminiser. Je n'ai pas voulu attirer la foudre des féministes. Un ministre de l'économie et des finances qui est une femme. C'est toujours bon de diversifier parce qu'en général, on a des hommes. L'année économique et financière, on parle d'un produit intérieur brut inférieur aux prévisions. On partait de plus de 4%. En milieu d'année, on a parlé de 3,6%. Il paraît qu'on sera en dessous de 3%. L'inflation, 5%, pas trop mauvais. Un taux de change s'est déprécié à peu près de 2%. Votre bilan pour l'année 2014, madame? Bon, et je dois vous dire que je suis retournée au ministère de l'économie et des finances au mois d'avril 2014, après 11 mois d'absence. Et nous avons trouvé une situation financière qui commençait à se détériorer, qui commençait à se dégrader. Vous avez vu tous les articles qui avaient paru sur le Nouvelliste et d'autres journaux sur la dégradation de la situation financière du pays avec un déficit qui augmentait. Et donc nous avons dû quand même réduire, compresser les dépenses pour rester dans la limite du déficit autorisé pour l'exercice. Ce, pour ne pas aggraver les problèmes d'inflation et de change. Mais nous avons pu quand même tenir la barre pour l'inflation. L'inflation est restée autour de 5%. Le taux de change n'a pas vraiment été dégradé outre mesure, sauf la petite panique qu'il y a eu entre novembre et décembre, où le taux frisait les 48 gouttes pour $1, ce qui était un peu compréhensible pour la période, puisque, comme vous le savez, les commandes se font entre octobre et décembre pour la fin de l'année, bien que, je dois dire, entre parenthèses, quand même, les ressources douanières n'étaient pas au rendez-vous. Et en termes réels, en volume, les importations ont diminué pour la période. Et les dernières informations montrent un déficit de 698 conteneurs par rapport à l'exercice précédent. Les importations ont diminué? Les importations ont diminué en volume et en qualité. Donc, quand vous dites qualité? En qualité, c'est-à-dire les produits qui ont été importés, c'était des produits beaucoup moins chers. Donc, ce qui a quand même causé un manque à gagner très important au niveau des ressources douanières, au niveau des droits de douane. Et donc, pour revenir aux grands agrégats macroéconomiques, on a parlé du produit intérieur brut. Effectivement, l'IHSI vient de publier les dernières statistiques du taux de croissance du PIB. Et nous avons selon les estimations pour 2013-2014, un taux de croissance de 2,8%, nettement en deçà de ce qui avait été prévu, autour de 4,6, 4,8, bien entendu, qui avait été révisé en cours de route pour être fixé autour des 3,6%. Mais ceci également peut être expliqué par la situation financière de l'État, la situation du Trésor public. Et vous le savez que le secteur agricole compte pour entre 23 et 25% dans la formation du PIB. Les derniers investissements vraiment importants
qui avait été réalisé au niveau du secteur agricole remonte à post-Sandy, où une enveloppe d'environ 785 millions de gourdes avait été allouée au secteur agricole pour tout ce qui est protection de berges, curage, et notamment pour les programmes de semences et d'engrais. Si on avait publié les statistiques et les prix des produits agricoles, vous auriez vu, on aurait pu remarquer qu'après ces investissements, on a vraiment eu une stabilité au niveau du prix des produits agricoles sur les marchés, et jusqu'à cette date. Donc jusqu'à date, le secteur agricole a bénéficié de ces investissements qui avaient été réalisés en début d'exercice 2013, en début d'année 2013, entre janvier et mars, à la faveur du programme post-Sandy. Sandy était en octobre, je crois. Sandy, c'était en octobre. On a déclaré l'état d'urgence. Et à la faveur de cet état d'urgence, il y a eu beaucoup de projets pour le secteur agricole qui avaient été approuvés. Parce qu'on s'était rendu compte quand même, Sandy, que ce soit Sandy ou Isaac, ce n'était pas vraiment des cyclones. C'était de grosses inondations qui avaient endommagé beaucoup de terres agricoles, qui avaient vraiment entamé surtout les récoltes. Donc, on avait essayé de mettre le paquet pour justement redresser la situation du secteur agricole. Ce qui a eu cet impact. J'ai noté que c'est passé de 3 milliards 360 millions de gouttes 12-13 à 3 milliards 311 millions de gouttes. Ça veut dire qu'il y a une contraction dans le secteur agricole. Il y a eu une contraction dans le secteur agricole. Donc le secteur agricole a bénéficié de cet investissement en 2013. Mais après, il n'y a pas eu vraiment d'autres investissements pour profiter de cet élan et continuer à faire croître le secteur agricole. Voilà ce qui s'est passé. Et parallèlement, les investissements publics en général ont diminué. Comme je vous l'ai dit, déjà en décembre 2013, le déficit public avait dépassé le montant autorisé pour l'exercice. Donc, on a dû vraiment faire des compressions énormes au niveau des dépenses pour rester dans la limite du déficit négocié dans le cadre du programme avec le Fonds monétaire international. Cette contraction que vous avez réalisée dans le secteur des finances publiques, pour contrôler le déficit budgétaire, a eu des répercussions sur le secteur agricole haïtien? Ça a eu des répercussions sur l'investissement public en général. Tout à fait. Parce que, comme vous le savez, au niveau du budget, au niveau de l'exécution des dépenses, il y a les engagés d'avance, ce qu'on appelle les engagés d'avance. Ce sont les dépenses prioritaires à exécuter avec les ressources domestiques. Ces engagés d'avance, ce sont les salaires et les dettes. Et si vous faites régulièrement des analyses du budget de la République, vous vous êtes rendu compte également que la masse salariale a énormément cru pour passer de 26% à 47% des ressources domestiques. Donc les ressources publiques ont été davantage utilisées pour payer les salaires, pour payer la dette, notamment la dette pétro-caribée. Et également, il y a les subventions. Et vous savez, il y a beaucoup de programmes sociaux qui étaient en cours. Donc les subventions sont prises en charge par les ressources domestiques. Nous ne pouvons pas nous endetter ni utiliser l'appui budgétaire pour financer des subventions. Tout à fait. Maintenant, passons aux industries manufacturières, qui est un secteur assez important dans l'économie haïtienne. C'est passé de 1 milliard 75 millions à 1 milliard 201 millions. Est-ce que ça veut dire que ce n'est pas extraordinaire la valeur ajoutée qui a été réalisée dans le secteur de l'industrie? Non, ce n'est pas vraiment énorme ce qui a été réalisé. Lorsqu'on sait que l'État a mis quand même l'emphase sur la manufacture, notamment avec le parc Caracol, et qui continue son exploitation, qu'on continue le développement du parc Caracol, il y a eu quand même d'autres industries, d'autres usines qui ont augmenté le parc industriel au niveau du secteur privé. Il y a cette usine de recyclage plastique pour faire des bancs d'école. Et il y a eu également une minoterie qui a été créée. Il y a quand même la Chaïza Famosa qui essaie timidement d'augmenter ses investissements. Est-ce que c'est apparu dans ce résultat que vous avez là? Oui, tout ça apparaît dans les résultats. Mais c'est quand même en deçà
de ce qu'on aurait souhaité avoir pour justement atteindre le taux de croissance qui nous permettrait de viser le statut d'économie frontière, pour ne pas dire émergent. Émergent, c'est encore trop ambitieux pour avoir le statut d'économie frontière. Les BTP, bâtiments et travaux publics, c'est passé de 1 milliard 470 millions à 1 milliard 586 millions. Ce sont essentiellement les investissements au niveau des bâtiments publics. Et les ministères qu'on est en train de reconstruire. Les ministères qu'on est en train de reconstruire, et la Cour de cassation, etc. Il y a quand même les projets de logement qui ont continué. Il y a les projets routiers. Et il y a également cet investissement privé au niveau de la phyto pour avoir un nouveau port privé. Donc tout ça, ça rentre dans les BTP. Okay. L'économie haïtienne de plus en plus, c'est une économie de services, commerce, restaurants et travaux et hôtels, pardon, c'est passé de 4 milliards 147 millions à 4 milliards 322 millions. C'est le poids le plus lourd de l'économie haïtienne et peut-être une croissance qui n'est pas mauvaise. C'est une croissance qui n'est pas mauvaise, mais on ne peut, le tertiaire n'emploie pas vraiment beaucoup de personnes. Et donc, même si on a une croissance importante, ça ne crée pas la masse critique d'emploi qui nous permettrait justement d'avoir une vraie distribution de la richesse créée. Donc, c'est pourquoi nous misons et nous mettons toujours le cap sur le secteur agricole et au niveau du secteur secondaire, la manufacture. Et la manufacture et la transformation des produits agricoles. Pour la manufacture, c'est pour créer beaucoup plus d'emplois pour les femmes. Et le secteur de transformation agroalimentaire, c'est pour créer un marché pour la production agricole, un débouché pour la production agricole et donner beaucoup plus de valeur ajoutée à l'agriculture et améliorer le revenu des travailleurs agricoles. Parce que, tu le sais, le secteur agricole emploie jusqu'à présent 40% de la population. Donc, un effort au niveau du secteur agricole et pour des investissements importants, également au niveau de la transformation pour leur donner le marché qui est le marché qui doit être qui est important pour l'agriculture, c'est la transformation des produits agricoles, parce qu'ils sont périssables, donc il faut pouvoir les transformer rapidement et pour avoir une valeur ajoutée intéressante. Donc là, nous mettons toujours le cap sur ce secteur sans décourager les investissements au niveau du secteur hôtelier, du commerce, et les services bancaires et autres. Un secteur porteur dans le temps, transport et communication. Est-ce qu'il y a une stagnation maintenant puisque c'est passé de 1 milliard 117 à seulement 1 milliard 158? Est-ce que les investissements qui ont été réalisés dans ce secteur, particulièrement communication, on a atteint la stabilité? Non, ce n'est pas que nous avions atteint la stabilité. Vous savez, ce secteur, c'est un secteur qui bouge énormément. Et donc, les équipements qui étaient à la pointe de la technologie il y a 2 ans de cela commencent à devenir obsolètes. Donc, c'est un secteur qui doit continuer à investir, mais quand même, avec la stagnation des revenus, le secteur de télécommunications a moins de ressources, moins de revenus et génère moins de profits pour les réinvestissements. Et donc, quand même, nous pensons également qu'il faut créer des revenus dans d'autres secteurs pour que le tertiaire puisse continuer à se développer. Je dois vous dire que votre confrère ou consoeur en République dominicaine a eu un taux de croissance de 7%. Les investissements, particulièrement au niveau des mines. Je regarde Haïti là, pas significatif. Les industries extractives, c'est passé de 18 millions à 19 millions. Quand est-ce qu'on va profiter d'un tel secteur comme les Dominicains le font? Bon, et vous le savez, nous avons essayé quand même de faire, du point de vue légal, d'avoir les instruments nécessaires pour pouvoir exploiter ce secteur. Et nous avons bénéficié d'une assistance technique substantielle et très importante de la Banque mondiale, et ce qui nous a permis de revoir complètement la loi minière. Mais malheureusement, cette loi est arrivée au moment où cette loi a été prête au moment où les députés partaient en vacances. Donc c'était difficile de faire le dépôt. Et vous devez savoir également que par résolution du Sénat, donc le gouvernement avait dû mettre en veilleuse tous les projets miniers qui étaient en cours. Et il y a particulièrement la firme internationale Newmont qui jusqu'à présent attend
son permis d'exploitation, parce que Newmont a déjà investi autour de 30 millions de dollars dans l'exploration. Et là, ils étaient prêts à passer à la phase exploitation. Mais il faut attendre cette nouvelle loi minière, que je pense qu'il est importante parce que la loi avec laquelle on travaillait, elle était devenue très obsolète et ça ne protégeait pas suffisamment le pays par rapport aux investisseurs étrangers. Doit-on conclure que le manque de relations harmonieuses, le manque de rapidité dans la gestion des lois dans ce pays a un impact négatif sur l'économie haïtienne? Très, très. Nous avons beaucoup de lois importantes pour le secteur agricole, des lois économiques, la loi minière. Nous avons vraiment tout un paquet de lois qui attendent au Parlement pour être votées et qui justement nous empêchent de faire ce saut qualitatif et vraiment vers... Avant de prendre la pause, juste un dernier point, je regarde l'électricité et eau, l'électricité en particulier qui bouffe beaucoup d'argent chez vous, madame, passant de 69 millions à 70 millions. Comment peut-on développer une économie aujourd'hui industrielle ou agricole de manière moderne avec des taux aussi faibles de croissance en eau et électricité? Pour l'électricité, je pense qu'il faut vraiment prendre le taureau par les cornes. Il faut restructurer le DH. Il faut restructurer le DH et rendre cette entreprise rentable. Mais comme vous le savez, qui dit restructuration passe par toute une série de compression de personnel et vraiment, vous savez, en Haïti où les emplois sont rares, ceux qui arrivent à avoir un emploi, ils tiennent comme la prunelle de leurs yeux. Donc, en restructurer le DH, qui est devenu une plaie pour le trésor public, au lieu d'accompagner l'économie haïtienne, devient une plaie. Donc, ça demande vraiment une décision politique de très haut niveau. Donc, en plus de la crise politique, on peut dire que les problèmes structurels confrontés par l'économie haïtienne sont en train de plomber toute possibilité de croissance, tout potentiel de croissance dans l'économie nationale. Ce n'est pas seulement les problèmes structurels, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de problèmes structurels qui nous empêchent justement de recevoir ces